Bienvenue à ce webinaire. Vous remerciez de votre présence. Vous remerciez aussi de votre fidélité parce que je reconnais dans la liste des participants des gens qui nous suivent régulièrement. Donc, merci pour ça. Donc, aujourd'hui, webinaire qui va durer entre une demi-heure et 40 minutes. On va parler de finances comportementales. Vous savez que c'est notre sujet chez Odonatech, mais on va parler de finances comportementales appliquées. Alors, c'est toujours un petit peu la difficulté quand on parle d'une science, de voir finalement comment elle s'applique au quotidien. Et donc, la thématique du jour, c'est la finance comportementale au quotidien pour les métiers du conseil en investissement et du conseil en gestion de patrimoine. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Dauté, je suis cofondateur et président d'Odonatech. Et Odonatech, donc, c'est une fintech, donc société innovante pour l'industrie financière. Et on travaille sur des technologies de finance comportementale et d'intelligence artificielle. Nous allons y revenir. Donc, chez Odonatech, en fait, on développe une plateforme de services pour une communauté de conseillers en investissement, donc des conseillers en gestion de patrimoine ou conseillers en investissement au sens large, qui mettent l'accompagnement dans la durée et l'éducation financière de leurs clients au cœur de leur activité. C'est vraiment ça qu'on développe, c'est en fait proposer des solutions qui vont permettre aux conseillers d'améliorer la relation avec leurs clients sur l'axe accompagnement dans la durée et sur l'axe éducation financière. Donc, ce que je vous propose pour ce webinaire, c'est finalement 4 temps. D'abord, revenir sur la finance comportementale pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ou qui connaissent mal. Ensuite, voir comment la finance comportementale en fait peut être mise en pratique sur le métier du conseil en investissement. Ensuite, je vous montrerai des exemples d'applications que nous développons chez Odonatech au service de nos clients. Et puis, bien sûr, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Pour ça, ce que je vous propose le mieux pour que ce soit bien organisé, c'est que vous n'hésitiez pas à poser vos questions avec le chat. Et puis moi, je reprendrai du coup les questions en fin de webinaire en essayant de répondre au maximum dans la limite de mes compétences et aussi du temps imparti. Voilà. Alors, la finance comportementale. Donc, je disais, la finance comportementale, c'est une science. En fait, déjà, ça, c'est le principe de base. Et en fait, c'est une science qui vise à appliquer la psychologie à la finance. Donc, on est dans le domaine comportemental, on est dans le domaine de la psychologie, et finalement, on est dans un domaine qui est en rupture avec les théories financières classiques qui ont longtemps supposé, voire démontré, que en fait les acteurs financiers étaient rationnels et que de cette rationalité finalement on pouvait déduire des mécanismes, notamment le fonctionnement des marchés financiers, on pouvait les déduire de manière rationnelle. Et en fait, depuis une trentaine d'années, des chercheurs se sont intéressés à donc l'aspect comportemental des décisions financières et ont pu démontrer et modéliser que les acteurs financiers, ils n'étaient pas si rationnels que ça. Ils étaient même la plupart du temps irrationnels. On va le voir par la suite. Alors, ce qui peut être un peu intuitif est néanmoins une science assez profonde puisque, ok, l'intuition vise à percevoir que chacun d'entre nous, on a un côté irrationnel. Par contre, encore faut-il le démontrer et surtout le modéliser. Et c'est ça que la finance comportementale et les chercheurs en finance comportementale ont apporté. Alors, c'est une science, je disais, profonde et en fait qui a fait aussi l'objet de récompenses, puisque cette science, elle a été quand même récompensée par 2 prix Nobel d'économie. Alors, c'est pas la science qui a été récompensée, c'est les chercheurs. Et en l'occurrence, Daniel Kahneman en 2002, avec une théorie qui s'appelle la théorie des perspectives. Et puis, plus récemment, en 2017, un monsieur qui s'appelle Richard Thaler, qui a également eu le prix Nobel d'économie. Donc, finalement, au travers de cette première présentation, on voit une science récente, une trentaine d'années, des enseignements qui sont importants par rapport à ce qu'on a longtemps cru de l'analyse des décisions financières et du fonctionnement des marchés financiers, et finalement des récompenses qui montrent ô combien
cette science apporte en termes de connaissances et de recherche. Alors, une fois qu'on a dit ça, maintenant, mettons la finance comportementale un petit peu en pratique, et mon propos va être de la mettre de plus en plus en pratique, en fait, et voyons du coup comment ça s'applique à un investisseur. Et un investisseur, ben, forcément, il prend des décisions face au risque, puisqu'il est là pour optimiser un rendement et minimiser un risque, et donc optimiser un couple risque-rendement. Donc un investisseur, c'est un individu. La finance comportementale montre que les individus sont irrationnels. Un investisseur peut être irrationnel. Il est d'autant plus irrationnel et ses décisions sont d'autant plus difficiles parfois à expliquer que l'investisseur cherche à analyser un risque et que par définition, le risque, c'est difficile à définir, puisque quelque part, si on prend une définition vraiment grossière du risque, un investisseur, quand il prend une décision, il va chercher à estimer, à apprécier des probabilités dans un environnement inconnu, indéfini, en tout cas pas constant, dans un temps qui lui aussi est indéfini. Et donc, cette décision face au risque va être difficile à prendre, puisque d'une part, l'investisseur a ce côté irrationnel et que d'autre part, le risque est difficile à définir. Et il y a une troisième chose qu'il faut souligner dans la difficulté, c'est que l'investisseur, comme tout à chacun d'entre nous, en fait, et un investisseur fonctionne de la même façon, dans la journée, on prend énormément de décisions dans un temps limité et avec des ressources, notamment des connaissances, des données qui sont limitées. Et donc, une décision d'investissement, elle se fait dans un temps contraint avec des ressources contraintes. Donc, un côté irrationnel de la personnalité, un domaine difficile à définir et en plus des contraintes de temps et de ressources. Et bien tout ça, ça va conduire finalement à des décisions qui sont pas si rationnelles que ça et qui vont être influencées dans une large mesure par les émotions, la personnalité, l'expérience, les habitudes, les peurs, les interactions sociales, bref, un tas de phénomènes qui sont extérieurs et qui viennent perturber le côté rationnel des décisions. Alors, si on va encore un peu plus dans le détail, ce côté irrationnel, il se traduit en fait par l'apparition ou la survenance de biais cognitifs, ce qu'on appelle des biais cognitifs. Les biais cognitifs, en fait, c'est des mécanismes que produit notre cerveau et qui visent à faire des raccourcis pour prendre des décisions plus vite et qui peuvent du coup, avec ces raccourcis, conduire à des erreurs d'appréciation. Et c'est là qu'on a ce côté un petit peu irrationnel qui fait que finalement, les décisions se prennent pas en fonction de critères précis et rationnels, mais les décisions sont influencées par les biais cognitifs. Alors, pour aller toujours dans cette orientation vers le détail, on va prendre quelques biais cognitifs et ce sont des biais cognitifs qui sont très importants en matière d'investissement. Le premier des biais cognitifs, on peut l'appeler de différentes manières, là on a banalisé, il concerne la déformation du temps. Un investisseur, il investit à long terme. Par contre, il réagit à court terme, souvent. Il réagit, on disait, sous le coup de l'émotion, des sentiments, de la culture, etc., de l'interaction avec les autres. Il réagit parfois avec de l'impatience, avec même de la panique, parfois, par rapport à certains mouvements de marché. Et ceci, bien qu'il ait investi à long terme et que sa stratégie d'allocation d'actifs, d'investissement, soit prévue pour le long terme. Donc forcément, cette dichotomie entre l'investissement à long terme et la réaction à court terme va poser des problèmes et va même poser des problèmes dans l'interaction, dans la relation entre le conseiller et son client. Ensuite, deuxième biais qui est vraiment mis en avant par la finance comportementale, c'est peut-être celui qui est le plus mis en avant, c'est ce qu'on appelle l'aversion aux pertes. L'aversion aux pertes, en fait, les chercheurs ont démontré que, en termes d'intensité de l'émotion, on était beaucoup plus sensible aux pertes qu'aux gains. C'est-à-dire que pour une perte de -10,
l'intensité de notre peine, puisque quand on perd, on a de la peine, l'intensité de notre peine va être environ 2 fois supérieure à l'intensité du plaisir d'un gain de 10. Alors que si on prenait quelque chose de rationnel, en fait, l'intensité de la peine pour moins 10 devrait être égale à l'intensité pour le plaisir de plus 10. Et en fait, non, la peine est 2 fois plus impactante, si on peut dire, que le gain. Et ça, du coup, ça va générer sur les décisions de l'investisseur et aussi sur ses réactions à des choses qui peuvent être complètement irrationnelles. Par exemple, bon, dans une stratégie d'investissement, une aversion aux pertes va nous amener finalement à choisir des placements qui peuvent être plutôt sécurisés. Mais l'aversion aux pertes, elle peut aussi conduire dans une gestion de portefeuille, tout au long de la vie du portefeuille, à prendre des décisions complètement irrationnelles, presque absurdes. Et c'est le fameux dicton, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Donc là, en bourse, on dit souvent ça. Et en fait, finalement, c'est des investisseurs qui gagnent, qui gardent des lignes perdantes, parfois sans potentiel de retour à de meilleurs rendements, et qui les gardent simplement parce qu'ils ont peur de constater la perte. Alors que la rationalité devrait leur commander de vendre leurs lignes et peut-être d'investir dans des actifs qui seront plus rentables par la suite. Ensuite, on a l'aversion au risque. Donc, l'aversion au risque, quand on évalue un couple risque-rendement, évidemment, l'aversion au risque est à prendre en compte. Donc, de manière générale, en France, mais plus globalement, la population est averse au risque. Simplement, on a chacun notre propre vision du risque et notre niveau d'aversion au risque est différent selon toujours notre tempérament, notre culture, notre éducation, etc. Ensuite, quatrième point, la déformation des probabilités. Donc, je vous disais, finalement, évaluer un risque, prendre une décision financière, c'est évaluer des probabilités. Et en fait, on ne les évalue pas de manière rationnelle. On a tendance à déformer les probabilités. Et c'est ce qui peut expliquer, par exemple, que les gens jouent au loto. Si vous regardez la chance de gagner le gros lot au loto, cette chance, elle est infime. Elle est vraiment petite. Si on prenait les mathématiques telles qu'elles sont, on ne jouerait pas au loto. Et en fait, on déforme la probabilité, on surestime la petite probabilité, donc on surestime la chance de gagner le gros lot au loto, et donc on joue. Donc, on a tendance, en termes de déformation des probabilités, à surestimer les petites probabilités et à sous-estimer les grosses probabilités. Cinquième point, le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, il faut imaginer en fait un bateau au bord d'une belle plage et qui est ancré dans le sable, donc il a une ancre et donc il bouge plus. Et le biais d'ancrage, en fait, c'est le cerveau qui fonctionne de la même façon que le bateau qui est ancré dans le sable sur la plage. C'est-à-dire que le cerveau reste ancré sur une information, parfois la dernière qu'on a entendue, plutôt que de prendre une analyse plus objective, plus complète. Et donc, là encore, on fait des raccourcis et on tire des conclusions par rapport à une analyse qui est subjective et qui ne se fait que sur une donnée sur laquelle on est resté ancré. Donc forcément, ça conduit également à des mauvaises décisions. Et puis le dernier, alors classique chez les investisseurs, mais de manière générale dans la population, la surconfiance, c'est-à-dire qu'on croit savoir. En fait, on ne sait pas. En termes d'investissement, je pense que l'une des grandes qualités, c'est l'humilité. Même les plus grands investisseurs, même ceux qui ont fait fortune, se rangent à une humilité par rapport aux événements de marché, par rapport à leur analyse. Et donc, quand on est surconfiant, on a tendance à oublier un peu cette humilité. On croit savoir alors qu'on ne sait pas. Et forcément, quand on croit savoir, on prend des décisions, là encore, sur une analyse qui est partielle et qui est biaisée. Donc, ces biais cognitifs, au travers de ces quelques exemples, et il y en a plein d'autres, vous montrent que finalement, en matière d'investissement et en matière de relation entre le conseiller et son client investisseur épargnant, ces choses-là, ces biais, viennent perturber les décisions de l'investisseur, ses réactions, et donc sont importants à comprendre pour que le conseiller puisse entretenir une relation de qualité personnalisée avec chacun de ses clients. Alors, toujours en allant de la science vers l'application et le plus pratique. Donc maintenant, voyons
ce que la data comportementale, c'est-à-dire la compréhension des données comportementales des investisseurs, peuvent permettre de faire pour améliorer la relation entre un conseiller et son investisseur. Et c'est là le cœur du savoir-faire de Donatech, c'est valoriser la donnée comportementale et produire pour le conseiller des informations qui vont lui permettre de personnaliser son conseil en fonction de la personnalité de son client, de l'investisseur. Alors, le pouvoir de la data comportementale, en fait, dans le domaine de l'investissement, il peut s'illustrer sur cinq grands thèmes. Le premier d'entre eux, c'est la connaissance client. Bon, j'espère que vous l'aurez compris, la finance comportementale permet de mieux expliquer les décisions et le profil comportemental des investisseurs. Donc, si on met cette information au profit du conseiller, le conseiller peut améliorer la connaissance de son client. Il peut comprendre la personnalité des investisseurs. Et si on s'arrête une minute même pas une minute sur cette donnée, en fait, c'est ce que veulent les clients. C'est ce que veulent les investisseurs. C'est ce que nous voulons, nous, en tant que particuliers. On veut bien fournir nos données. Par contre, c'est pour qu'on nous connaisse mieux et pour que l'entreprise de service avec laquelle on interagit, en l'occurrence le conseil d'investissement ici, personnalise son approche en fonction de la connaissance qu'il ou qu'elle a de nous. Et donc, c'est la deuxième ligne, la personnalisation du conseil en fonction de la connaissance. Et en fait, la personnalisation, elle permet quoi? Elle permet de personnaliser l'offre, donc de mettre en adéquation le service ou le conseil avec le profil comportemental de l'investisseur. Et elle permet aussi de segmenter. Et ça, en termes de marketing, c'est très intéressant. C'est ce qu'on appelle la segmentation comportementale. Ça permet de faire des groupes de clients, en fait. Et en les segmentant, on peut personnaliser une offre, on peut personnaliser des messages, de la communication, des promotions, plein de choses qui permettent du coup de répondre aux besoins du segment qu'on a identifié. Troisième point, l'éducation financière. Alors, vous savez que l'éducation financière, c'est une thématique de plus en plus importante. Pourquoi de plus en plus importante? C'est qu'il y a un gros problème, c'est que la population dans son ensemble a une faible culture financière. C'est vrai en France, mais c'est vrai partout en Europe. Et en fait, quand on regarde les statistiques, c'est impressionnant. C'est des gens qui, la majorité de la population, c'est pas appliquer, par exemple, un taux d'intérêt pour évaluer le rendement d'un placement. Des choses comme ça, qui sont pourtant, quand on connaît un petit peu la finance, qui sont des choses basiques. Mais du coup, si les gens manquent de cette connaissance, comment pourraient-ils investir et comment pourraient-ils être confortables avec leur stratégie d'investissement? Donc, c'est sans doute ce qui explique que il y a beaucoup d'argent en fait sur les fonds euros, sur les livrets et même sur les comptes courants, c'est-à-dire finalement des supports qui sont sécurisés mais qui ne sont pas du tout rentables puisque le taux de rendement est inférieur à l'inflation. Ça veut dire que mathématiquement, les gens perdent de l'argent sur leur placement, ce qui est quand même pas le but. Donc, le manque d'éducation financière explique ça, mais le manque d'éducation financière peut aussi expliquer que les gens ne savent pas investir. Et donc, il y a du sens à aller travailler sur l'éducation financière et à expliquer les fondamentaux des fonctionnements de la théorie, mais de la théorie basique de l'investissement, expliquer les fondamentaux aux particuliers de manière à les amener à avoir une politique d'investissement plus importante. Et quand je dis, vous voyez sur la slide, donc éducation financière, en face, il y a expliqué les fondamentaux. Finalement, la finance comportementale, où elle est intéressante, c'est que c'est une science, donc c'est très compliqué, donc il ne s'agit pas d'aller expliquer la profondeur de cette science à la population ou aux particuliers. C'est pas du tout ça que j'illustre ici. Mais en fait, cette science, elle va permettre d'expliquer les fondamentaux. C'est-à-dire que je vous ai parlé des biais avant, dans la slide d'avant, en vous parlant par exemple du biais de court terme. Mais en fait, en faisant prendre conscience à un investisseur
qui peut être sensible à ce biais de court terme, c'est-à-dire juste de lui dire bah, vous investissez à long terme, mais vous avez tendance à réagir à court terme, cette prise de conscience va lui permettre de corriger le tir et de rester focus sur le long terme. Et vous voyez qu'au travers de ce simple exemple, bah, finalement, on peut résoudre des problématiques aussi complexes, mais aussi stratégiques et importantes pour les pouvoirs publics que le financement de la retraite. Parce que si on arrive à faire prendre conscience aux gens que la retraite, ça se prépare parce qu'on va avoir une perte de revenus, donc il faut compenser, et que pour ça, c'est de l'investissement long terme, et que pour faire de l'investissement long terme et rester confortable avec un investissement long terme, il faut être conscient qu'il ne faut pas réagir à court terme. En fait, on revient à un fondamental tout en l'expliquant, et donc on va favoriser en fait une prise de conscience et un comportement vers l'investissement, et en l'occurrence ici vers la préparation de la retraite. Donc éducation financière, très importante également. Ensuite, compétences du conseiller. Parce que finalement, la finance comportementale, en tout cas les bases de la finance comportementale, qui sont faciles à comprendre, qui sont intéressantes en plus pour un conseiller. Hein. Finalement, c'est une nouvelle corde à leur arc. Eh ben, comprendre la finance comportementale, acquérir des compétences en finance comportementale, ça va leur permettre du coup de mieux interagir avec les clients et d'améliorer la relation et la personnalisation avec leurs clients. Et enfin, dernier point, c'est pas le moins important, même si c'est pas le plus rigolo, c'est la réglementation. Le conseiller en investissement, bien sûr, est soumis à de nombreuses réglementations. Parfois, même souvent, c'est très lourd au niveau administratif pour l'ensemble de la profession. Mais néanmoins, cette réglementation, tout le monde y est tenu. Et en fait, la finance comportementale entre complètement dans les directives actuelles. Je parle par exemple de MiFID II, qui régit la relation, enfin en tout cas l'adéquation entre le conseil et le profil du client. MiFID II parle de la finance comportementale. Et si on envisage des MiFID III, MiFID IV, de plus en plus, il y aura de finance comportementale. Pourquoi? Parce qu'en fait, la réglementation, l'esprit de la réglementation, c'est de dire il faut adapter l'offre au client. Et donc, il faut pouvoir mieux connaître le client pour faire correspondre l'offre. Et là, la finance comportementale apporte des réponses. Donc tout ça, j'espère que je l'ai bien fait percevoir. En tout cas, c'est notre conviction chez Eudonatech, c'est même quelque part notre vision pour l'avenir du métier du conseiller en investissement. Tout ça, ça doit permettre de réinventer le conseil en investissement avec une amélioration de la relation client. Donc forcément, même s'il est difficile à mesurer aujourd'hui, mais forcément du retour sur investissement, parce que quand on améliore la relation client, ça veut dire qu'on développe, ça veut dire qu'on fidélise, ça veut dire qu'on acquiert par recommandation de nouveaux clients. Donc forcément, en termes de ROI, on vient gonfler le retour sur investissement. Et puis, le mot un petit peu magique qui est en bas, différenciation. Nous, ce qu'on pense chez Eudonatech, c'est que les conseillers qui sauront inclure la finance comportementale dans leur quotidien, et donc on revient au thème du webinaire, les conseillers qui sauront inclure la finance comportementale dans leur quotidien, les conseillers qui prendront une dimension coaching, puisqu'on parle de comportemental, d'accompagnement, d'éducation financière, donc n'ayons pas peur des mots, allons sur le coaching, même si ça peut être un buzzword par ailleurs, mais aller sur cette dimension coaching, ça va permettre aux conseillers d'offrir une différenciation, et cette différenciation, pour nous, c'est la vision d'avenir, puisque c'est tout simplement ce que veulent les consommateurs, ce que veulent les investisseurs et ce que voudront les millennials, les nouvelles générations d'investisseurs qui arrivent aujourd'hui sur le marché et qui, en plus, sont une cible importante pour les conseillers, puisque ces jeunes, trentaine d'années aujourd'hui, vont bénéficier d'un transfert d'actifs d'un montant historique par rapport aux baby boomers, leurs grands-parents et puis leurs parents. Ce transfert d'actifs va être, ça va être des montants colossaux. Et ces jeunes vont en bénéficier, ça va devenir les nouveaux investisseurs. Et donc, il est intéressant de travailler sur cette différenciation pour capter cette clientèle. Alors, maintenant, voyons ce qu'on fait chez Eudonatech, puisqu'on va de plus en plus vers la mise en application. Donc, on est parti de la théorie, de la science, on est passé par l'application au métier. Et maintenant, on va voir ce que fait une start-up spécialisée en finance comportementale dans le domaine. Et donc,
Je vais vous parler de 3 exemples d'applications qui permettent de répondre à des problématiques ou de travailler sur des cas d'usage avec les professionnels du conseil de l'investissement financier. Alors là, vous avez à l'écran, en fait, une application, enfin quelques écrans et une illustration d'une application qui vise à travailler sur le profilage investisseur. Donc, le profilage investisseur, obligations réglementaires, MiFID II, et qui aujourd'hui, donc les conseillers utilisent des questionnaires. Et ces questionnaires, ils posent un certain nombre de problèmes. Le premier, c'est que ça fait perdre beaucoup de temps aux conseillers, mais c'est obligatoire parce que c'est du domaine réglementaire. Le deuxième problème, c'est que c'est pas terrible dans la relation client parce que le client comprend mal les questions et en termes de relation client, poser un questionnaire un peu administratif et policier à son client, il y a mieux. Et puis enfin, finalement, c'est tellement contraignant qu'il faut bien le dire, il arrive, on va être prudent, je vais être prudent avec les mots, il arrive que le conseiller biaise un peu le process et ait tendance à orienter un peu son client sur les questions. Or, c'est pas du tout le but c'est vraiment de connaître le profil de l'investisseur et d'évaluer sa tolérance au risque. Donc nous, on a travaillé sur le sujet avec nos technologies et notre savoir-faire et notre expertise en finance comportementale pour développer une application qui est une application gamifiée. Donc, on remplace une partie des questions par des jeux. Et ces jeux, en fait, alors ils sont très simples. Donc, on travaille sur l'éducation financière, on simplifie. Par contre, ces jeux, ils reposent sur des théories de finance comportementale. Ils reposent sur la théorie des perspectives dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été développée par Kahneman, le prix Nobel. Et donc, en fait, le client, donc l'investisseur, le particulier, se connecte à une application, fait un parcours de 10 minutes de jeu, de petits scénarios qui permettent à notre algorithme de collecter des données. Ensuite, l'algorithme, donc construit avec des théories de finance comportementale, valorise ces données et va produire, c'est la deuxième partie de l'écran, va produire en fait des tableaux de bord à destination des conseillers pour lui permettre de personnaliser son conseil en fonction du profil comportemental de son client évalué sur notre application. Et ces tableaux de bord, on peut faire en fait plein de choses. On peut comparer le profil du client à la population. On peut cartographier les profils du conseiller ou de la banque. Enfin, on peut cartographier un certain nombre de choses pour faire de la segmentation comportementale dont on parlait tout à l'heure. On peut décrire de manière objective et assez fine la tolérance au risque de l'investisseur. On analyse un certain nombre de ces biais comportementaux. Donc, je vous ai dit en termes de lutte, entre guillemets, contre l'effet néfaste des biais comportementaux, le premier remède, c'est d'en prendre conscience. Donc, forcément, si on analyse les biais comportementaux et que le conseiller fait prendre conscience de ces biais à son client, on est déjà dans un travail d'amélioration de la stratégie d'investissement et des réactions de l'investisseur et de ses décisions. Ensuite, il permet évidemment de mettre en adéquation des allocations d'actifs en fonction du profil de l'investisseur. Et il permet bien sûr de produire les rapports MiFID II, puisque dans MiFID II, on est obligé, le conseiller doit faire signer un rapport à son client qui s'appelle un rapport d'adéquation, où en fait le conseiller met en adéquation l'allocation d'actifs qu'il propose à son client et le profil de son client. Et donc, on est, de ce point de vue-là, conforme à la réglementation. On a été audité par un grand du secteur puisqu'il s'agit de Mazars. Et donc, on revendique cette conformité à la réglementation européenne MiFID. Deuxième appli, je vous disais que la finance comportementale, c'est une nouvelle corde à l'arc des conseillers, c'est l'avenir, c'est pour nous un axe de différenciation. Et donc, ça permet aux conseillers de développer ses compétences. Et donc, on a développé une application qui est finalement une application d'auto-évaluation de la tolérance au risque du conseiller et ensuite de 3 heures de e-learning sur le risque, la finance comportementale, tous les aspects que je vous ai cités ici. On reste sur la base, c'est pas de la science profonde, c'est appliqué au métier de conseiller en gestion de patrimoine ou au métier de conseiller en investissement. Et au travers de cette application, on va chercher donc le développement des compétences, mais on va chercher aussi quelque chose qui est très important, y compris du point de vue de la réglementation, c'est l'objectivation du conseil. C'est-à-dire que dès lors que le conseiller prend conscience de son propre profil de risque d'investisseur,
Il prend également conscience qu'on est tous différents et qu'il ne faut pas qu'il reproduise ou qu'il projette sa propre tolérance au risque sur la tolérance au risque de l'investisseur. Et donc, on prend conscience des différences et donc on objective le conseil non pas en fonction de sa propre vision du risque, mais en fonction de la vision du risque, de la tolérance au risque de l'investisseur. Donc là, on est sur un type d'application qui permet d'aller développer l'aspect compétence du conseiller. Et puis, on parlait éducation financière. Très important au niveau de la population. C'est poussé par les pouvoirs publics parce que les pouvoirs publics, surtout avec la crise actuelle, voudraient en fait transformer une partie de l'épargne sécurisée des Français vers l'investissement, parce que quand ça va vers les produits d'investissement, ben, finalement, ça va vers l'économie réelle. Et Dieu sait si on en a ou on va en avoir besoin dans les années qui viennent. Et donc, il y a du sens à contribuer à l'éducation financière des Français, des particuliers. Et en fait, c'est un rôle que peut prendre le conseiller et c'est un rôle c'est un rôle d'impact en fait. Il ne s'agit plus de vendre des produits financiers. Il s'agit d'avoir un impact sur la vie des gens, de leur permettre de comprendre pour mieux préparer leur avenir, mieux financer l'avenir et mieux préparer leur avenir et celui de leurs proches, leurs enfants. Alors comment on fait ça en fait? Eh ben, on fait des petits modules qui sont des modules gamifiés et qui permettent d'expliquer les fondamentaux de l'investissement. Et vous voyez, on reprend en fait les thématiques qu'on voyait tout à l'heure par rapport à mon explication sur les biais cognitifs et l'aspect comportemental qui intervient dans les décisions. Et on développe par exemple ces trois petits jeux, on en a mis trois ici, donc un jeu sur le temps. Donc on modélise quelque chose de très simple, un placement qui verse des revenus. Et dans les caractéristiques du placement, l'investisseur, l'épargnant, peut choisir entre percevoir ses revenus tout de suite ou dans 3 mois. Et ensuite, on fait la même chose dans 9 mois ou dans un an. Et le montant des revenus, en fonction de la date de la perception, le montant change. Et en fait, ça nous permet d'évaluer la différence entre justement la vision long terme et la réaction court terme, le biais de court terme dont je parlais tout à l'heure. Et ça nous permet, à la fin, en donnant les résultats, d'expliquer à l'investisseur, ce que je vous disais tout à l'heure, que investir, c'est investir à long terme, c'est conserver sa stratégie, même si il y a un peu de volatilité sur les marchés, même s'il y a des pertes temporaires, et c'est une question d'horizon d'investissement. Donc toujours cette idée de revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux ne changeront pas. Par contre, on permet de faire de l'éducation, de la pédagogie et de les expliquer. Deuxième chose, le risque. Si vous me posez la question, si vous vous posez la question, si vous posez la question à des gens dans la rue ou à vos clients, si vous êtes conseiller en investissement, quel risque vous êtes prêt à prendre pour avoir tel ou tel rendement? Ben moi, je vais vous répondre, je veux du rendement, mais je veux pas de risque. C'est souvent ce que disent les gens. Or, il n'y a pas de rendement sans risque. Donc, il faut expliquer aux gens cette notion de couple risque-rendement. Et plutôt que de poser des questions, en fait, nous, on a modélisé avec, par exemple, des roues de la fortune qui permettent de modéliser, en fait, d'illustrer cette notion de couple risque-rendement. Et on propose comme ça à l'investisseur des choix entre différents couples risque-rendement qui sont illustrés par des roues de la fortune, donc très simples à comprendre, et qui permettent du coup de donner du feedback et de l'éducation financière sur la tolérance au risque et le couple risque-rendement. Et enfin, troisième petit module de jeu, la connaissance, puisque on le disait en termes, le manque d'éducation financière fait que les Français, de manière générale, ont une aversion. C'est pas exactement le phénomène, mais peuvent avoir une aversion au risque et en tout cas ont tendance à conserver leur placement très sécurisé au détriment peut-être d'une diversification de leurs actifs et donc de l'investissement. Et donc on fait des petits quiz qui permettent déjà de donner de l'éducation aux investisseurs, puisque quand ils répondent faux, on leur donne la bonne réponse et du coup, ça contribue à leur éducation et à la connaissance. Et ça permet aussi à l'investisseur de prendre conscience que la connaissance est importante et que donc, il faut qu'il apprenne en fait. Et finalement, c'est le rôle du conseiller de l'aider à apprendre, de lui expliquer. Et c'est comme ça qu'on va transformer des épargnants en investisseurs. Alors, pour finir,
Voilà, le retour des utilisateurs, c'est des vrais, il y a pas de mensonge. Donc aujourd'hui, on travaille avec des cabinets en gestion de patrimoine indépendant et des courtiers. En fait, on est parti de la finance comportementale, encore une fois, parce que c'est vraiment ça le sens de mon propos, comme une science. Et finalement, on voit ici des retours d'utilisateurs très pratico-pratiques, le quotidien de la relation entre un conseiller et son client. Et ce que les conseillers disent, bah, ça permet de mieux comprendre les clients, les réactions, leurs préférences. C'est une nouvelle corde à mon arc qui se différencie. Donc, super avec les millennials, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui cherchent du sens. Donc, aller chercher leurs préférences, aller essayer de faire coller l'offre à leur personnalité, ça a beaucoup de sens pour les millennials. Ensuite, le client sent que je m'intéresse à lui, ça c'est hyper intéressant parce que finalement, pour un client, le rendement, tout ça, oui, c'est important. Mais par contre, s'intéresser à lui, à sa vie, à comment il raisonne, ça, c'est le plus important pour un client parce qu'il a l'impression qu'on personnalise, c'est une juste impression d'ailleurs, l'offre en fonction de sa personnalité. Ensuite, installer une base de dialogue, bah oui, puisque l'application, vous avez vu, les applications, elles sont toujours interactives, une partie pour le client, une partie pour le conseiller. Et donc, quand le conseiller voit le client, on peut discuter des résultats et installer cette base de dialogue. Ensuite, plutôt que de parler technique, on est sur l'humain. Donc, quand on avait fait nos études de marché au départ, les conseillers nous avaient dit, de toute façon, notre métier, c'est 80% d'humain. Et là, on est bien dans cette notion-là, on répond à l'humain. Alors certes, avec de la technologie, mais on répond à l'humain. Et puis, dernière chose qui me fait plaisir, et on n'est pas encore suffisamment, on n'a pas encore suffisamment de recul pour le maîtriser, mais en tout cas, c'est ce qu'on pense et c'est ce qu'on veut arriver à faire. Finalement, ça permet de vendre plus d'UC, d'unités de compte, de permettre aux clients de diversifier leurs actifs parce qu'on explique mieux en fait. Et donc, on n'a pas le phénomène je fais du fonds euro parce que je ne comprends pas. On comprend mieux, donc on investit et on investit bien. Voilà, donc j'en ai terminé avec ma présentation. Il nous reste, enfin en tout cas si on tient le timing, une dizaine de minutes et je me tiens à votre disposition pour les questions, sachant que pour l'instant il n'y en a pas dans le chat, mais ça arrive, quelqu'un écrit. Merci pour votre écoute. C'est la première qui est toujours difficile, donc. Au-delà des questions, j'attends que la question arrive, mais en tout cas, vous avez mes coordonnées, nos coordonnées ici, donc n'hésitez pas. Bien sûr, on peut faire des démonstrations, on peut échanger. Nous, on est très ouverts sur l'échange. Au-delà de la relation commerciale qu'on a avec nos clients, ce qui nous intéresse aussi, c'est de créer cette communauté qui répond au code de la finance comportementale et qui croit que l'avenir du conseiller, c'est dans le coaching, l'accompagnement, l'éducation financière. Voilà. Donc, on est très ouvert pour discuter de tout ça avec vous. Je vois toujours que quelqu'un écrit. Alors, merci pour cette présentation. Mais sans maîtriser un coucou de Olivia Balasbroche qui m'a permis de suivre votre session. Bon, alors ça c'est un message personnel. C'est visiblement Stéphane est une connaissance d'Olivia que je connais par ailleurs parce qu'on a été collègues. Enchanté Stéphane et bonjour à Olivia également. Écoutez, si vous n'avez pas de questions, je ne veux pas mobiliser votre temps qui doit être précieux par ailleurs. Ah, j'ai un master de finance internationale. Je souhaite démarrer ma carrière dans la finance comportementale. Avez-vous des conseils pour m'aiguiller? Samy, des conseils. C'est qu'à mon avis, vous êtes sur la bonne voie de la finance comportementale. En tout cas, content de partager cette vision avec vous. Vous avez mon email, donc vous pouvez m'envoyer un mail. J'ai pas vraiment de conseils, si ce n'est peut-être, et ça permet aussi d'aller porter aussi un message. Aujourd'hui, la finance comportementale, elle est quand même pas démocratisée.
Il y a quelques acteurs qui commencent à travailler le sujet. Des grandes banques en France avec des personnes qui sont spécialisées en finance comportementale et qui s'intéressent à ça et qui cherchent à promouvoir la finance comportementale au sein de la banque. Et si on regarde la tendance qui arrive d'Amérique du Nord, qui est souvent en termes d'innovation quand même, il faut pas tout copier sur eux, mais c'est quand même souvent, les innovations arrivent souvent de là. Et en matière d'investissement, bien entendu, ils n'ont pas les mêmes problématiques de financement des retraites, etc. Donc, ils sont un petit peu en avance sur nous. Et la finance comportementale commence à prendre de l'envergure. Donc, Samy, si j'ai un conseil, du coup, c'est d'identifier les acteurs qui travaillent sur la finance comportementale et qui y croient pour, du coup, les rejoindre. Voilà. Et vous avez mon email si besoin. Bien. Je vois que quelqu'un écrit encore. On a encore 3 minutes par rapport à l'horaire officiel. Non, merci pour ces éclairages. OK. Bon, ben, écoutez, sauf à ce qu'il y ait une dernière question de dernière minute. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne journée et puis on reste à votre disposition pour poursuivre les échanges sous un autre format. Et puis à titre personnel pour les uns et les autres, j'espère qu'on se verra bientôt en vrai. Voilà. À très bientôt. Au revoir.